Donc, la boîte à merveilles, à mon sens, c'est le rêve compensatoire, c'est le refuge auquel on accourt, comme je l'ai dit, aussi bien pendant les moments de joie que de chagrin, et surtout pendant les moments de chagrin. Parce que là, c'est là où on est le plus fragile, si vous voulez. D'accord? Donc la boîte à merveilles, c'est un symbole en fait. C'est un symbole de ce rêve compensatoire, de ce refuge qui nous procure un certain équilibre, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Un certain équilibre sans lequel l'homme donc peut, comme je l'ai dit, dévier vers quelque chose comme je l'ai dit, la cigarette, la drogue, l'alcool, etc., etc. Ok? Alors, nous avons vu donc au début comment le roman il commence par ce sentiment de tristesse et de chagrin. À la fin, c'est la même chose, la tristesse et le chagrin. Donc ce qui marque la vie de ce garçon pendant son enfance, ce sont ces deux sentiments. Le chagrin, la tristesse, une certaine monotonie si vous voulez. Parce que lorsqu'on a vu tout à l'heure à la page 7, la vie est une attente. Je me levais le matin, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Le soir, je rentrais à la maison. Je savais que les jours, d'accord, les semaines, et puis les mois, et puis les années, d'accord. Donc tout cela crée, si vous voulez, crée une certaine routine, une certaine monotonie. Donc on peut dire que la vie, l'enfance de Sidi Mohamed, elle est marquée par cette monotonie. Et cette monotonie, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui est tout à fait normal lorsqu'on attend quelque chose d'autre, lorsqu'on aspire à quelque chose d'autre. Mais ce qui est important, d'accord, et ce qu'on peut vraiment dégager de la réaction du Sidi Mohamed, c'est qu'il faut essayer de se trouver un certain équilibre face aux problèmes de la vie, face aux compromis de la vie, ne pas tomber dans le piège de la monotonie et régler les problèmes avec d'autres problèmes encore plus graves. D'accord? Donc, avoir une activité compensatoire, d'accord, avoir, comme je l'ai dit, aimer la musique, le sport, faire des activités, tout cela, c'est quelque chose de bien. Ça remplit notre temps, n'est-ce pas? On n'est plus oisif, parce que si on reste là, dans un coin, à ne rien faire, on va déprimer encore plus, on va sombrer encore plus dans le chagrin, et on devient une proie facile aux idées noires et à la dépression. D'accord? Mais lorsqu'on essaie de s'occuper, comme je l'ai dit, à lire, à faire du sport, à faire, je ne sais pas moi, un travail associatif, le bénévolat, etc., là, on sort un peu de soi-même. D'accord? Il y a toujours un grand plaisir, il y a toujours une joie vraiment profonde et authentique lorsqu'on donne. Et il y a une citation qui dit que c'est en donnant qu'on reçoit. Donc, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est chagriné, lorsqu'on a des problèmes, ne sombrons pas dans la mélancolie, ne sombrons pas dans les idées noires. Essayons de sortir de nous-mêmes vers l'autre, essayons de donner, essayons d'être utiles à la société, à notre environnement, à tout ce qui nous entoure. Essayons de nous occuper. Essayons de nous occuper surtout. Et ça, c'est un peu... ce sont les gens qui ont lu Candide, vous l'aurez en baccalauréat si le programme ne change pas. C'est la conclusion que dégage Candide à la fin de tout un cheminement spirituel, de tout un long voyage à la recherche de la vérité. Cultivons notre jardin. C'est en travaillant, c'est en essayant de créer, de faire quelque chose qu'on peut réaliser un certain équilibre. Cet équilibre, il est vraiment très important. D'accord? Et remarquons avec Sidi Mohamed, parce que là, on va toujours s'attacher au texte. On n'est pas en train de dire quelque chose qui est en dehors du texte. Je survole maintenant l'œuvre avec vous et je cours, si vous voulez, à la page, au chapitre 8. D'accord? Pour vous dire tout simplement que nous sommes en train de faire une lecture quand même qui soit logique, adéquate, si vous voulez.
Après les jours de liesse de l'Ashura, la vie reprit son cours normal, c'est-à-dire retomba dans sa grisaille, retrouva sa monotonie. Voilà. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sidi Mohammed, c'est Ahmed Sfayoui dans son livre. Donc, l'enfant mène une vie monotone, une routine, chaque jour. Donc la maman, le père, l'Aïcha, le Zubida, les problèmes des voisins, etc. Dans tout cela, lui, il n'est pas content, il n'est pas heureux. Nous avons vu son refuge, etc. Remarquez, et il y aura à un moment, l'événement de Ashura, il va apporter un peu quelques changements dans la vie de Sidi Mohammed. Hein, ils vont peindre les murs, ils vont nettoyer l'école coranique, il va acheter des jouets, il va acheter des vêtements, il va aller chez le coiffeur. Tout cela va introduire quelques divertissements, si vous voulez, sur la vie de Sidi Mohammed. Mais ce qui caractérise l'enfance de ce garçon, c'est cette grisaille, cette couleur grise. Après les jours de liesse, du bonheur, de la joie, de la choura, la vie reprit son cours normal. Je suis à la page 151, début du chapitre 8. La vie reprit son cours normal, c'est-à-dire retomba dans sa grisaille, la couleur grise. C'est pas le rouge, le vert, le rose, des couleurs vivantes, c'est des couleurs macabres, d'accord? Sa grisaille retrouva sa monotonie, d'accord? Donc, c'est là où on sent bien que Sidi Mohammed menait vraiment une vie sans couleur, si vous voulez, et que la seule lumière, si vous voulez, dans cette enfance, c'était cette boîte. C'est pourquoi nous avons dit qu'elle symbolisait le rêve, le refuge, l'espoir, si vous voulez, etc. D'accord? Voilà. Mais, comme certaines personnes, lorsqu'elles sont déprimées, comme je l'ai dit, ils sombrent dans les idées noires. Ils sombrent dans la dépression. Et les idées noires et la dépression nous vident de notre énergie. Lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on est chagriné, on a envie de rien faire. On a envie de garder le lit, de dormir. Les idées noires nous accablent. D'accord? Alors, il ne faut pas se laisser aller. D'accord? Il ne faut pas se laisser aller. Il faut se relever, essayer de sortir, faire quelque chose, regarder la vie sous un autre angle, essayer de voir des points positifs dans votre vie. Et ça, c'est vraiment très important. Sinon, hein, on est la proie de la dépression. D'accord? On va sombrer dans un tunnel, dans un gouffre sans fin. Et là, c'est une tactique vraiment très intelligente de la part de ce petit garçon. Un petit garçon, mais un petit homme, si vous voulez. Toujours au chapitre 8, remarquez comment il se débat, ce garçon, pour vivre une enfance quand même normale, si vous voulez. Voilà. Au chapitre 8, on va voir comment... Je reprendrai avec vous le schéma narratif par la suite, Inch'Allah. Au chapitre 8, on va voir comment on est en été. Il fait chaud. Et donc le Msid va déménager vers le sanctuaire qui est juste à côté. Une salle beaucoup plus fraîche, etc. D'accord? Et on va voir comment un jour, un vendredi, le père de Sidi Mohammed va rencontrer le frère. Et il y aura un dialogue entre eux, je dis. C'est la page 153. D'accord? Alors... Le changement de décor, la lumière si douce qui tombait des ouvertures latérales, une certaine bienveillance sur le visage du frère eurent un effet très heureux sur ma santé physique et morale. Je me mis à aimer l'école. Ma mémoire fit des miracles. De 10 lignes sur ma planchette, je passais à 15. Je n'éprouvais aucune difficulté à les apprendre. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être très fier. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais.
Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse, à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme.